D'une situation globale et d'une situation nationale, oui, qui est complexe. Oui. Mais si vous le permettez, je pourrais revenir sur ça. D'abord aux acteurs politiques. Je pense que les acteurs politiques ont une grande responsabilité parce que c'est eux qui conquièrent le pouvoir. Cela dit en passant, le suffrage universel qui confère le pouvoir aux élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, ce pouvoir doit être exercé dans un délai qui est aussi inviolable. Et ça me donne l'occasion d'exclure et de m'éloigner de toute idée de report d'une élection présidentielle. Et je dis toujours, ceux-là qui auraient l'idée de le faire, parce que je n'ai pas entendu vraiment une voix officielle. Je rappelle quand même que entre 2012 et 2023, la seule élection qui a été reportée, sont les élections locales. Donc ça veut dire que, quelque part, le gouvernement a fait des performances en matière de respect justement du calendrier électoral. Donc le respect du calendrier est crucial. Il faut écarter cela, il faut la refuser, il faut la rejeter. Les élections doivent être organisées à date due. C'est ça qui permettra justement de renouveler le personnel politique et que d'autres Sénégalais, que les Sénégalais choisiront, gouverneront, quel qu'il soit. Deuxième élément, je voudrais dire que en choisissant justement ces élus qui ont une grande responsabilité, je leur lance un appel pour leur dire simplement que nous soyons sereins, que nous puissions accompagner cette jeunesse qui a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, de compétences, cette jeunesse qui a besoin d'être accompagnée, cette jeunesse qui a besoin de construire de grands projets pour le pays. Nous devons faire rêver cette jeunesse à travers une démarche politique bien analysée, bien réfléchie, bien rationnelle. En tout cas, nous en avons une au niveau de CAP 21, CAP 2024, pardon. Deuxième élément, concernant le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé un appel récemment au chef de l'État, je pense qu'il l'a entendu puisque j'avais demandé qu'il puisse s'adresser à la nation. Puisque c'est lui, par notre constitution, qui a le levier pour rassembler les Sénégalais et les Sénégalais, apaiser les cœurs, apaiser la situation dans laquelle nous sommes. Parce que c'est sa responsabilité première, c'est le premier d'entre nous. Et je pense qu'il le fera, et ça, c'est aussi lui demander de s'éloigner de toute ces forces partisanes, extrémistes qui poussent justement à la radicalité qui n'a jamais rien apporté. À un moment donné, il faut discuter avec tous les acteurs. Enfin, à la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse vous tient à cœur? Elle me tient à cœur parce que, Omar, nous avons des enfants. Oui. Et moi, j'ai été meurtri quand j'ai vu des jeunes Sénégalais dans leur sang. C'est pas acceptable. C'est pas le Sénégal que nous souhaitons. Mais justement, cette jeunesse a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des droits certes, mais aussi des devoirs. Cette jeunesse doit être accompagnée vers la compétence. J'insiste beaucoup sur la compétence. Mais aussi par une démarche participative. Mais justement sur une compétence. Et cette compétence, justement, elle est organisée par les services habilités, c'est-à-dire c'est l'État, c'est le gouvernement. Mais cette jeunesse doit être chevillée au corps les valeurs africaines et sénégalaises. Et qui ne sont pas... c'est pas de gros mots quand on parle de valeurs. C'est quoi? C'est le kersa, c'est le diom. Je suis toujours horrifié quand je vois des gens qui insultent et qui sont suivis dans les réseaux sociaux comme des stars. Et ça, toute la société sénégalaise vent debout doit lutter contre ça, puisque ce n'est pas le modèle sénégalais que nous voulons, ce n'est pas le modèle sénégalais qui nous a été enseigné, ce n'est pas le modèle sénégalais que le Sénégal a toujours été. Et je dis également, Omar, le Sénégal a un rôle majeur à jouer dans le leadership sous-régional et continental. Et de ce point de vue, c'est un pays qui doit être stable. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un pays être porteur de paix si vous-même dans votre propre pays vous avez des difficultés à incarner la paix. C'est pourquoi j'insiste encore sur le président Macky Sall, qui a joué un rôle majeur au niveau de l'Union africaine, au niveau mondial. Quand il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, cette crédibilité-là qu'il a obtenue, il ne faut pas qu'on l'entache par cette histoire du troisième mandat. C'est pourquoi ceux-là qui aiment le pays, il est temps, quand nous voyons que certaines dérives nous amènent justement à ces morts dont on a parlé qui sont jeunes, donc ça veut dire que c'est la nation qui est totalement blessée. Nous devons élever la voix avec respect, mais avec fermeté, pour dire que notre pays ne doit pas être dévié de sa trajectoire. Et c'est pourquoi justement cette jeunesse, la compétence, les valeurs incarnées et surtout avoir de grandes ambitions. Il faut qu'ils aient de l'ambition à l'image de ce que les sportifs sénégalais ont fait. Les équipes nationales du football ont fait au Sénégal. 5 fois champions d'Afrique. Ça, il faut avoir le code sportif, il faut avoir les valeurs
bien forte de respect de l'adversaire. Vous savez, vous m'êtes taquiné sur le sport. Oui. Et donc, moi, je rêve à ce que ces jeunes aient justement cette ambition d'être champion d'Afrique dans le domaine de l'économie, champion d'Afrique dans le domaine de la qualité, champion d'Afrique dans tous les secteurs justement qui héritent le pays, mais champion d'Afrique dans le domaine de la gouvernance. Et donc, de ce point de vue, si nous devons être champion d'Afrique dans la gouvernance, nous ne devons pas parler de troisième mandat, nous ne devons pas parler de choses qui justement salissent la démocratie sénégalaise. Et je crois qu'il y a des compétences au Sénégal qui peuvent le faire. Et c'est vers ça que nous Pour rappeler à nos auditeurs, vous suivez votre émission Objection avec Alioune Sarr. Alioune Sarr est candidat à la présidentielle de février 2024. Oui, avant d'aborder la dernière partie de l'émission, en insistant sur les réformes institutionnelles, M. Sarr, vous êtes un membre de l'AFP, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, êtes-vous sorti de ces appareils pour justement tracer votre voie, la vôtre, en perspective de 2024, ou êtes-vous resté toujours dans l'AFP? Parce que le débat est agité. Oui, la différence entre les acteurs politiques se trouve au niveau de leurs ambitions. Mais Omar, vous l'avez dit tout à l'heure dans le livre, j'ai eu le privilège d'être un jeune Sénégalais qui a eu une bourse, même si elle était modeste, qui m'a permis de faire des études supérieures. Et donc mon devoir, c'est justement de rendre modestement à cette nation, à cette communauté nationale qui m'a aidé. Mon devoir est justement de lui rendre modestement la monnaie de sa pièce, si je peux ainsi dire. Cela veut dire que mon ambition pour le Sénégal, elle est sans limite. Elle est sans limite. Je suis élu local depuis 12 ans. J'aime être au service de notre Djobas. J'aime être au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Puisque quand j'ai quitté justement pour aller en France étudier, la référence c'est que les villages dans lesquels donc nous jouions au foot à l'époque dans notre Djobas, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route, il n'y avait même pas une ambulance médicalisée. Quand nous sommes venus et que je me suis engagé en politique, nous avons pu faire des pas de géants. Aujourd'hui, quasiment, la plupart des villages sont électrifiés. On a le temps de parler de l'autobahn. Mais justement, parce que être au service de la nation, en réalité, moi, cette ambition est justifiée par quoi? Au-delà du fait que nous avons des compétences sénégalaises, des Sénégalais qui se sont mobilisés pour porter ma candidature, mais au-delà de ça, je suis parti d'un certain défi que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que vous avez été investi par justement la coalition CAP 2024. Oui, cette coalition, mais justement, parlez-nous de l'identité justement de cette coalition, parce que oui, avec l'AFP finalement, qu'est-ce qui est retenu? Vous continuez à rester membre de l'AFP ou vous y êtes sorti pour mener justement votre voie? Oui, je suis militant de l'AFP, mais vous savez, ce projet que nous avons dépasse le cadre partisan. L'AFP n'a pas encore annoncé de candidature. Omar, l'élection présidentielle, tu le sais mieux que moi, en tant que grand et brillant journaliste, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, un homme et son peuple. Moi j'ai dit, et permettez-moi de parler des défis, pourquoi cette candidature? Parce que je suis parti justement de ces défis que j'ai évoqués tout à l'heure, et j'insiste dessus parce que vous m'avez même rappelé sur la jeunesse. 15 millions de jeunes. Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Oui, mais ça c'est compris. Justement, constater ces défis-là, ces défis. Et nous avons donc besoin de nouveaux leviers, de nouveaux instruments justement. Mais vous ne pouvez pas rester à l'intérieur de l'AFP et défendre ces idées? Oui, vous savez. Oui, expliquez-nous qu'est-ce qui a fait que finalement au niveau de l'AFP vous y êtes sorti et mené votre voie. Moi je vous ai dit, je suis militant de l'AFP, donc je ne suis pas sorti de l'AFP. Mais il y a des Sénégalais et des Sénégalais, dont des militants de l'AFP, mais aussi des Sénégalais qui ne sont pas du tout de l'AFP, qui ne sont pas dans les partis politiques, et qui ont justement conçu la CAP 2024. Et je crois que quand la nation appelle, quand vous avez un projet pour les Sénégalaises et les Sénégalais, mais naturellement, je dis, les organes partisans deviennent en second plan. Puisque en réalité, ma conviction, Omar, c'est que ce pays ne sera construit que quand on traversera les clivages partisans. Sur les sujets majeurs, nous devons traverser les clivages partisans. Parce qu'en réalité, la maladie que nous avons dans beaucoup de secteurs, c'est justement cette démarche parfois clanique qui fait que quelqu'un qui n'est pas avec toi est contre toi. Non. Nous pensons que quand nous allons faire une réforme institutionnelle qui consacrera que le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature, ça dépasse les cadres partisans. Et ça sera une bonne chose pour notre démocratie. Quand demain, nous allons créer une chaîne de valeur
dans le secteur de l'or, pour que l'or du Sénégal ne soit plus moins cher dans un pays étranger qu'au Sénégal, en ce moment-là, les bijoutiers sénégalais, qui pourront justement produire et avoir une marge beaucoup plus importante, ne se diront pas, ils sont de l'AFP ou pas. Quand demain, le fer du Sénégal, qui n'est pas encore exporté, plus de 705 millions de tonnes de fer, quand le Sénégal demain sera producteur de fer plat, et que nous allons attirer à travers cette production de fer les compagnies de montage automobile, électroménager, et que le Sénégal crée des millions d'emplois dans ce secteur-là, en ce moment-là, ceux-là qui vont en bénéficier ne verront pas la couleur de mon parti. Enfin. Oui, parce que c'est important, puisque tout ce que vous dites là échappe aux Sénégalais, mais justement, les mails de l'extérieur. Mais c'est pourquoi, Omar, si ça a été fait, je ne serai pas là pour expliquer, parce que pour moi, le Sénégal doit être un Sénégal souverain sur ses recherches. Par un privé national fort. Mais c'est le secteur privé. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons prévu, nous, une véritable banque de développement. La banque de développement du Sénégal qui va être créée, comment d'ailleurs, pour moi, dans laquelle toutes nos recettes de gaz et de pétrole seront logées. Nous avons estimé à peu près autour de 600-700 milliards de recettes. Mais quand on va créer une banque qui s'appelle Baye Oumar Gueye, et dans laquelle on loge 700 milliards de recettes par an, vous ne pensez pas que cette banque pourra financer notre économie avec des taux qui ne sont pas du tout usuriers? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un secteur privé où 97% c'est le secteur informel. Il faut inverser justement la tendance pour que justement le secteur formel puisse absorber le maximum d'emplois. C'est pourquoi, Omar, je disais tout à l'heure, c'est le défi de la jeunesse, parce que tout ça est lié en fait. La commande que nous avons dans... Vous avez parlé des chaînes de valeur. Oui, justement, les chaînes de valeur. Vous avez l'or, mais la décision de dire demain que toute personne qui exploite l'or au Sénégal va le raffiner au Sénégal, c'est une décision politique majeure. C'est ça la chaîne de valeur. Oui, mais et quand on l'a fait également, c'est tout et je reviens sur le pétrole et le gaz. Nous devons éviter l'erreur qu'ont fait beaucoup de pays. Vendre le gaz et le pétrole à l'état brut, faire un texte qui est très bien sur le plan du contenu local, mais sans créer justement l'écosystème des PME autour du gaz et du pétrole. Si nous ne le faisons pas, malheureusement, tous les métiers, et je le rappelais tout à l'heure, il y a plus de 500 métiers dans la pétrochimie. 500 métiers. Donc faire en sorte que justement le pétrole et le gaz, que nous puissions produire tous les produits finis et justement loger au Sénégal les 500 métiers de la pétrochimie. Parce que quand même, ce qui est extrêmement curieux, et c'est ça qui révolte un peu la jeunesse africaine. Vous allez dans des pays qui n'ont même pas un gramme d'or dans le sous-sol, et c'est dans ces pays que l'or est beaucoup moins cher. Vous êtes dans des pays qui n'ont même pas un gramme de pétrole, et c'est dans ces pays que vous avez des compagnies pétrolières les plus... Conclusion, nos États sont des États riches, assis sur une vous avez parfaitement raison. Qui dépasse l'entendement. Et cette génération, notre génération est la génération qui va suivre justement, nous renverser cette tendance, parce qu'il faut absolument que les richesses africaines puissent servir la jeunesse africaine. Mais naturellement, en nouant des partenariats, parce qu'on ne peut pas faire un développement aussi en vase clos. Il faut nouer des partenariats technologiques, nouer des partenariats financiers pour que justement ces chaînes de valeur soient produites en Afrique pour créer le maximum d'emplois, parce que les 11 millions d'emplois chaque année de l'Afrique, que l'Afrique demande chaque année, au Sénégal c'est 300 000 par an. Aujourd'hui nous avons 13 millions de jeunes qu'il faut former. Si nous ne faisons rien, malheureusement, ça va nous rapporter. Est-ce que justement cette candidature est l'expression d'une rupture par rapport à la gestion d'une certaine classe politique, mais surtout des appareils politiques qui ont du mal justement à accepter le débat à l'interne? Oui, parfaitement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est exactement, c'est une rupture dans la démarche, parce que quand nous décidons de créer des chaînes de valeur, mais c'est une rupture majeure. Et quand nous disons justement que le président de la République, nous proposerons une réforme institutionnelle pour que le président de la République ne soit plus chef de parti, c'est parce que nous avons confiance justement à l'intelligence des Sénégalais. Nous ne devons plus justement prendre en otage celui-là qui incarne, ou celle-là qui doit incarner la nation, qui doit incarner l'État par des partis politiques, malheureusement, où la démocratie laisse à désirer. Parce que la réalité, les Sénégalais le connaissent très bien. Nous avons des partis malheureusement qui restent 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne sont jamais structurés, qui ne sont jamais renouvelés. Et ça, c'est le cas de l'AFP. L'AFP en fait partie, bien entendu. C'est le cas aussi de la paire. Oui, qui n'a pas encore investi son candidat. Oui, quand vous avez nos partis en général, en Afrique, malheureusement, la question du renouvellement, elle est souvent bloquée parce que tout simplement vous avez des hommes et des femmes dont l'intérêt n'est pas dans le renouvellement justement des structures. Ils souhaitent garder un statu quo, des avantages partagés, et c'est dommage parce qu'en réalité, le renouvellement dans un parti politique, l'impact c'est quoi Baïma? Parce que un jeune qui il y a 10 ans, il avait 10 ans, si vous permettez l'expression,
10 ans après, il a 20 ans, 21 ans. Il devient un adulte. Donc si pendant ces 10 ans, le parti politique ne se renouvelle pas, ça veut dire qu'il ne s'est pas adapté à la sociologie de la nation. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déconnectés de la réalité. Et comment voulez-vous justement que les partis soient forts dans ces conditions-là? Comment voulez-vous que les jeunes se retrouvent dans les partis politiques? Donc oui, nous proposons dans CAP 2024 que le président de la République ne soit plus chef de parti. Ça obligera les partis à se renouveler. Si son parti souhaite regarder le pouvoir à la fin des 5 ans, il sera obligé de faire un congrès. S'il reprend le président en cours comme le candidat, tant mieux, mais si c'est quelqu'un d'autre qui est plus qualifié que lui dans son parti, ça permettra une respiration démocratique dans les partis politiques et c'est ce qui est bon pour notre pays. Oui, devoir de transparence, mais aussi de vérité aux Sénégalais et Sénégalaises qui nous écoutent. Aliou Sarr, oui, vous êtes toujours membre de la coalition Benno, puisque vous avez dit membre de l'AFP, mais aujourd'hui vous avez déclaré votre candidature pour 2024. Quel est le sens véritable? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes départi à la fois de l'AFP, si l'AFP présente un autre candidat autre que la vôtre, et que la coalition Benno Bokk Yakaar aussi est dans une autre dynamique aujourd'hui? Clarifier le débat à votre niveau. Oui, clairement, Omar, nous aurons une coalition CAP 2024 qui se investi, qui s'est adressée aux Sénégalais et qui va aller à l'élection présidentielle. Voilà. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas être beaucoup plus clair. Et les Sénégalais jugeront. Évidemment, nous allons, avec eux, traverser les différentes étapes que les lois et les règlements du Sénégal ont mis en place. Naturellement, cette coalition ira à l'élection présidentielle. Ça a été acté. Et l'erreur des hommes politiques, c'est de ne jamais écouter les citoyens. Ben Omar, comment voulez-vous que des milliers de Sénégalais se réunissent au CES, vous investissent comme candidat, et le lendemain vous venez leur dire non, c'est-à-dire que c'est impossible. Donc naturellement, CAP 2024 va à l'élection présidentielle avec son projet, je l'ai dit tout à l'heure, réforme institutionnelle, réforme économique, réforme sociale. Mais justement, puisque justement le défi que nous avons aujourd'hui, c'est des défis, et vous l'avez même reconnu, ces chaînes de valeur-là qui permettraient justement de créer des millions d'emplois dont nous avons besoin, n'existent pas encore au Sénégal. Alors il faut absolument les faire. Au cas par cas, en insistant sur les réformes, d'abord l'endettement. Êtes-vous d'accord que le Sénégal est un pays endetté qui dépasse les normes? Et comment comptez-vous, si c'est le cas, justement corriger? Vous savez, l'endettement en soi n'est pas une mauvaise chose pour un État. Puisque en réalité, en matière de finances... Surendetté, je dis. Oui, bon, le surendettement. Oui, mais sur l'endettement. Je pense que l'endettement n'est pas une mauvaise chose en soi pour un État, puisqu'en réalité, en matière de finances, on vous dit toujours, il faut essayer de travailler avec l'argent des autres et garder ton argent. C'est ça. D'ailleurs, je pense que quand vous avez... Vous savez, j'aime bien l'expression des femmes sénégalaises sûres. Et je reviens sur l'ordre parce que ça me passionne, parce que c'est le paradoxe en fait, c'est l'idée de paradoxe de tout ce que nous vivons. Quand une femme sénégalaise vous dit de me tailler sama takay, mais qu'est-ce qu'il a en retour? Elle reçoit de l'argent. Mais comment vous pouvez être assis sur de l'or, assis sur des gaz et du pétrole, et que vous avez des problèmes de financement? Donc l'endettement n'est pas une mauvaise chose, mais il faut simplement bien l'encadrer et bien l'investir dans des investissements productifs et dans des soutiens naturellement qui apportent de la valeur ajoutée. Mais pour moi, solvabilité de la dette. Oui, justement. Oui, non. Pour moi, quand vous prenez une dette, naturellement, il faut la payer. Mais pour moi, l'État n'invente pas de l'argent. Comment on fait justement pour payer ces dettes et comment on fait pour soutenir justement ces couches vulnérables et comment on fait pour faire de l'investissement public? Mais c'est à travers la création de valeur. Quand vous allez avoir justement ces chaînes de valeur que j'ai évoquées, dans l'or, dans le fer, dans le gaz, et je rappelle, tant que moi je ne verrai pas les centaines de métiers de la pétrochimie sur le gaz et du pétrole au Sénégal, pour moi, nous aurons échoué. Il faut que le Sénégal soit producteur de tous les produits finis. Vous savez, même le rouge à lèvres vient du pétrole. Donc, pourquoi demain, on n'aura pas des femmes sénégalaises ou des jeunes sénégalais qui ont justement une compagnie de rouge à lèvres à partir des produits finis? Donc, tant qu'on n'aura pas ça, on aura échoué. Donc, il ne faut pas qu'on vienne faire face à cette jeunesse qui a besoin d'emploi et qu'on a toute une série de niches, en fait, qu'on n'exploite pas suffisamment. C'est tout simplement. L'or, je disais tout à l'heure, c'est 200 milliards par an qu'on exporte. Alors qu'en réalité, en le transformant, ça peut être 2000 milliards par an. Le surendettement. Alors, le surendettement, pour moi... c'est un fléau. Oui, c'est un fléau, mais c'est surtout le profilage de la dette qu'il faut. Il faut vraiment la qualité de la dette. Je pense que nos experts... C'est pas le cas?
Oui, je crois que, vous savez, nous avons aujourd'hui des agences de notation quand même, qui sont là. Nous avons aussi des organismes internationaux qui regardent ce qui se passe. Et je pense que si l'alerte était à ce niveau-là, je pense que nous aurons été saisis. Mais vous savez, quand on n'est pas au cœur de l'appareil d'État, il y a des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas vous prononcer. Parce que moi, je suis un homme politique, mais je suis un homme d'État. Je sais que l'État a des contraintes. Naturellement, ceux-là qui ont en charge la finance de l'État du Sénégal doivent bien analyser le contenu de la dette, la nature des dettes, qu'est-ce qu'il faut mettre justement dans l'endettement du pays. Et si nous sommes dans une situation de surendettement qui est extrêmement grave, il faut absolument tout faire pour redresser la situation. Et je crois qu'il appartient à ceux-là qui ont justement le gouvernement de s'occuper justement de cette question. Vous en avez assez réfléchi pour votre projet? Oui, absolument. Mais pour nous, la génération justement des recettes à travers justement l'économie, les réformes économiques, c'est ça qui permettra donc justement de collecter de la fiscalité qui permet à l'État de donner à ses charges. Et quand je disais tout à l'heure que, mais si vous prenez le gaz, gaz et le pétrole, estimation donc, que tous les Sénégalais ont après 600 milliards, 700 milliards par an. Mais si nous créons justement la chaîne de valeur du gaz et du pétrole, de 600 milliards par 700 milliards par an, mais on peut passer à 6 000 milliards par an, comme ça le budget du Sénégal peut être absorbé uniquement par ce seul segment de l'économie. Et c'est ça qui générera justement la fiscalité, les impôts sur le revenu, les impôts sur les sociétés, tous les éléments d'investissement qui permettront à l'État justement d'être assez à l'aise sur le plan du financement pour pouvoir payer ses dettes, mais aussi, surtout, soutenir la famille sénégalaise. Et justement, vous m'avez demandé tout à l'heure comment on fait pour trouver l'argent. Oui, justement, cet argent sera trouvé dans l'économie. Et nous avons donné un délai de 5 ans pour que ces chaînes de valeur soient construites au Sénégal. Et nous, au niveau de la CAP 2024, nous disons aux Sénégalais, voilà les chaînes de valeur que nous allons mettre en place. Nous les avons listées. L'or en fait partie, le fer en fait partie, le gaz en fait partie, le pétrole en fait partie, la technologie en fait partie. Beaucoup de Sénégalais d'ailleurs ne connaissent pas ça. La technologie en fait partie. Vous prenez ces chaînes de valeur, en plus des chaînes de valeur agricoles, nous donnons un délai de 5 ans. Si nous ne le faisons pas, nous demandons aux Sénégalais naturellement de prendre les mesures politiques pour sanctionner une telle majorité. Parce que nous n'avons pas le choix. Cette jeunesse, si nous ne trouvons pas des solutions pratiques ici et maintenant, naturellement, rien ne tiendra parce qu'elle balayera tout sur son passage. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où nous pouvons tout à fait le faire. Les réformes institutionnelles, d'abord la gouvernance. Quel levier pour combattre la corruption? Oui, vous savez, tous les experts confirment qu'il y a un levier il y a un lien très étroit dans le couple gouvernance-développement. Si la gouvernance n'est pas bonne, le développement, on aura du mal à y arriver. Et effectivement, vous avez parlé parmi les éléments de ma gouvernance, la corruption. Vous savez, en faisant ces réformes institutionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, réforme entre l'exécutif et le judiciaire, réforme au niveau même du judiciaire, où la Cour constitutionnelle remplacera le Conseil constitutionnel. Réforme également au niveau des partis politiques, pour que le président ne préside plus les partis politiques. Cela veut dire simplement que les influences que certains, non pas par leur compétence, mais par leur position politique, doivent avoir sur l'appareil d'État, va baisser. Mais également les réformes économiques qui feront justement, il faut enrichir le Sénégalais pour justement éviter certaines pratiques, mais aussi la réforme de l'administration. Nous avons prévu justement dans le projet une digitalisation intégrale de l'administration sénégalaise, totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller, vous allez au Cap-Vert aujourd'hui, quasiment tous les services sont digitalisés. Au Sénégal, nous avons de la compétence, nous avons une avancée dans le domaine des technologies de l'information, de la communication majeure. Nous sommes encore là dans le... Non, nous allons digitaliser totalement l'administration et en le faisant, nous allons créer d'ailleurs des milliers d'emplois parce que toutes les PME autour de l'informatique justement vont avoir du job et nous allons digitaliser non seulement les procédures mais aussi le stockage et l'ensemble des documents. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé à l'université. Ce que je déplore et vraiment je suis triste quand j'ai vu la destruction des archives. La destruction des archives, mais surtout de la bibliothèque. Vous vous rendez compte, le temple du savoir, ceux-là même qui sont appelés à apprendre, ceux-là qui détruisent. Mais ça, c'est totalement inacceptable. C'est pourquoi je lance un appel de la jeunesse. De grâce, ne touchez pas à l'école, ne touchez pas à l'université. Parce que vous serez les premières victimes. Et vraiment, donc c'est pour dire simplement que la digitalisation, la réforme de l'administration passera également par la digitalisation, non seulement de l'administration centrale, c'est-à-dire que non seulement l'administration centrale, mais le commandement territorial, mais aussi les 522 communes du Sénégal. Comment vous pouvez accepter, Bagoumar, quand vous allez dans votre village à Sokone ou
à Fongolémi pour avoir un extrait de naissance, vous êtes encore là en train d'attendre des heures et des heures. Alors qu'il y a des systèmes qui permettent justement de pouvoir digitaliser l'administration. Donc, ces réformes de l'informatique, voilà, justement. Oui. Alors, oui. Donc, ces réformes-là nous paraissent fondamentales et c'est ça qui nous permettra d'éviter justement ces... Vous avez parlé de réforme de l'administration, mais justement avec la dimension partisane, le caractère partisan. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à nos confrères de Walf, oui, sur le plan médiatique, la gouvernance médiatique dans ce pays pose-t-il problème au point d'en arriver à la suspension d'un signal de télévision à l'USAR? Ma position sur ça, elle est sans équivoque. Moi, je condamne vraiment le fait de suspendre le signal d'une radio ou d'une télévision. Parce qu'en réalité, en bridant la liberté de presse, on bride en même temps la liberté d'opinion. D'expression. Et le pluralisme démocratique. Justement, c'est pas acceptable. Nous sommes en train de revenir en arrière, et ça, ce n'est pas bon. Une démocratie ne doit pas s'illustrer justement par affaiblir un des piliers de la démocratie. Parce que autant on parle du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir médiatique fait partie. Quand vous allez aux États-Unis, c'est le quatrième pouvoir. Donc, c'est pas acceptable. Nous devons faire en sorte justement que les journalistes ou la presse n'aient pas à montrer des choses qui fâchent. Mais ça, c'est à travers les réformes économiques. Puisque quand la jeunesse sénégalaise, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, plus d'une dizaine de fois, aura une activité à travers ces chaînes de valeur, ben, vous ne les verrez plus justement en train de casser dans la rue. Mais évidemment, en même temps, moi je condamne la violence avec la dernière extrémité, parce qu'on ne peut pas construire un pays sur la base de la violence. On doit respecter le bien public, on doit respecter le bien privé. Et je dis aux jeunes, ce n'est pas acceptable de vous mettre à briser. De toute façon, demain, quand vous serez les dirigeants de ce pays, ce sera à vous de le construire. Regardez le BRT, cassez le BRT, alors que c'est une excellente initiative pour la circulation des personnes et des biens. Demain, ces jeunes, quand ils sont dirigeants du pays, c'est à eux justement de payer la dette pour le BRT. Oui, le présidentialisme au Sénégal, tel que pas critiqué. Depuis 1960, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Oui, si vous serez à la tête de ce pays, oui, justement, qu'est-ce qui vous différencierait des autres en termes, oui, de ce présidentialisme trop fort, caractéristique justement d'un abus finalement? Mais d'abord, ma première décision, et je n'ai entendu aucun candidat la proposer, ma première proposition qui sera en réforme institutionnelle, j'ai dit, moi je ne serai plus chef de parti. Ensuite, je ne présiderai plus le Conseil supérieur de la magistrature. C'est des pouvoirs importants, puisqu'on connaît le sujet. Ensuite, il y a les nominations de président. Oui, justement. Non, vous savez, quand sur le plan institutionnel déjà, vous coupez le cordon entre l'exécutif et le judiciaire, c'est un pas extrêmement important. Quand vous coupez le cordon aussi entre les organisations partisanes et l'État, vous réglez un gros problème justement. Et en ce moment-là, les nominations, moi, je proposais que les nominations soient faites sur la base de la meilleure compétence, un appel à candidature qui sera organisé et que les meilleurs Sénégalais puissent servir. Ensuite, j'ai proposé dans mon programme également de créer un conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. Puisque en réalité, on se rend compte que la diaspora est déconnectée totalement de ce qui se passe dans le pays. La preuve, tous les députés de la diaspora sont de l'opposition. Donc, ce conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur sera associé dans tous les programmes du gouvernement, aussi bien actes de loi que actes réglementaires, sur tous les aspects qui concernent la diaspora. Regardez par exemple, si on prend un projet sur l'immobilier ou sur le logement. Mais je pense que si nous mettons autour d'une table avec l'ensemble de la diaspora sénégalaise, pour dire quels sont vos besoins en termes de logement, avec des procédures claires, ce conseil supérieur justement pourra, à travers justement les instruments que l'État mettra à leur place, pouvoir collecter l'information et surtout donner à tous nos compatriotes justement qui ont un besoin important en matière de logement, ce dont ils ont besoin. Mais aussi regardez ce qui peut se passer dans ce conseil. Quand vous prenez le transport des dépouilles mortelles, un problème pour notre part. Mais nous, ce que nous avons proposé, c'est que l'État du Sénégal, à travers ses instruments diplomatiques, il y a entre parenthèses, qui seront réformés, dans chaque ambassade, j'ai prévu à ce que nous puissions mettre en place
un service qui s'occupe de l'investissement vers le Sénégal et de promotion des exportations dans les territoires de juridiction. Il faut que nos ambassades soient des territoires, des espaces pour nos entreprises, pour les exportations. Mais également attribuer une fonction de manière extrêmement précise. Il y aura un responsable justement des investissements, il y aura un responsable justement de la promotion des exportations. Mais je disais tout à l'heure donc, justement nos services diplomatiques, nous avons d'ailleurs de brillants ambassadeurs. Nous les mettrons autour d'une table avec les assurances dans les pays où ils sont, avec nos compatriotes, avec les compagnies aériennes, pour que justement qu'ils puissent organiser, quand nous avons malheureusement ce qui ne peut pas manquer des décès, qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions, qu'ils puissent le faire dans des conditions souples. L'État pourra soutenir. Et je crois qu'en le faisant, et sur d'autres aspects également, sur les assurances, également sur les retraites, nous pouvons vraiment travailler de manière très étroite avec nos parents de la diaspora. Et commencer quand même par la vie chère. Vivre au Sénégal est très cher. Oui, que comptez-vous faire pour amoindrir le pouvoir d'achat du Sénégalais? Oui, d'abord, il faut regarder ce qu'il y a dans le panier de la ménagère sénégalaise. Réunir les acteurs autour de justement cela, comme nous l'avons fait entre 2014 et 2018. Et je dois avouer qu'à cette époque-là, nous avons eu quand même des résultats extrêmement intéressants sur le plan des résultats, mais également sur le plan d'une inflation qui était en dessous de 3%. Vous pouvez vérifier les chiffres. Réunir les acteurs, les commerçants, les industriels, les consommateurs, l'État. Et regarder les marges. On prend chaque produit, on regarde la structure des prix. Tout ce qui permet justement à l'entreprise de fonctionner, parce qu'il ne faut pas aussi que les entreprises meurent. À l'entreprise de fonctionner, mais également en baissant les marges pour que le consommateur puisse se retrouver. Et naturellement pour certains produits essentiels. Regardez la capacité justement de financement de l'État pour soutenir sur certains aspects. En attendant, ce que j'ai dit sur le riz. Parce que pour moi, Omar, l'État doit prendre, et ça, ce que nous ferons, prendre 10 Sénégalais. Chacun prend 20 000 hectares. Ça fait 200 000 hectares de riz. Avec le peu de rendement que nous avons, nous réglons la question justement de l'autosuffisance en riz. Et l'État mettra justement les fonds, sera dans le tour de table, dans la joint venture, pour accompagner l'entreprise jusqu'à ce que la dette soit complètement payée, mais permet justement à ce que le secteur privé national puisse être aussi un producteur important de riz. Parce qu'on a vu que l'État ne peut pas le faire à travers la SAID. Et naturellement, quand nous aurons une autosuffisance justement en riz produit localement, il est évident que les prix vont baisser, puisque le fait d'importer un produit, naturellement, tout le monde sait que c'est toujours renchérir le pouvoir d'achat. Et donc, c'est regarder le panier de la ménagère, regarder tous les produits sur lesquels nous devons être indépendants et prendre les mesures pour que dans les 5 prochaines années, justement, cette question soit résolue définitivement. Alors, l'étudiant doublé de sa casquette de sportif, ensuite le ministre, enfin le candidat pour 2024, votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Rappeler simplement qu'elle doit être une jeunesse ambitieuse pour son pays. Elle doit être une jeunesse compétente. Donc, je lance un appel à l'État pour que tous les efforts soient mobilisés autour de la formation professionnelle, autour de l'éducation, autour du métier de ces jeunes. Mais enfin, dire également que ces jeunes doivent porter les valeurs ancestrales, les valeurs que nous avons dans nos familles sénégalaises. Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick, Limamou Laye, Baye Niass ont été des références en termes de valeurs. Ils ont mené des combats beaucoup plus difficiles contre ceux-là qui les ont essayés. Et pourtant, ils ont gagné. Mais c'est à travers les valeurs qu'ils l'ont fait, à travers la connaissance. Et moi, c'est cette invite que je fais à la jeunesse sénégalaise, tout simplement. Quel est le sens que vous donnez au mot paix, à la paix? Le sens de la paix pour vous? Ben, Omar, la paix est pour un État ce que la santé est pour l'être humain. Merci Alioune Sarr. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez déclaré votre candidature pour la présidentielle de 2024 portée par CAP 2024, qui est une coalition. Ça a été un plaisir de vous accueillir à Objection. Mais le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Dans une poignée de secondes,